Et c'est l'heure du grand témoin que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un art, l'éloquence. Or, l'artiste de l'année, à savoir le lauréat du concours d'éloquence MUN 2022, qui est né il y a 20 ans, dont les 3 dernières passées en master en robotique, en tous les cas, il est étudiant en master de robotique, eh bien c'est à lui que je vais laisser le soin de vous présenter notre grand témoin 2023. Merci de faire un accueil très chaleureux à Victor Penaccino. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues étudiants. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir celui qui sera notre grand témoin pour cette édition 2023, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, M. Robert Mardini. Après avoir rejoint le CICR en 1997, dont le service eau et habitat, il a ensuite tenu différentes positions de haut niveau, comme directeur général adjoint, directeur régional du Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'observateur permanent du CICR auprès de l'ONU et chef de la délégation de New York. Dans ce dernier rôle, il a dirigé l'engagement diplomatique du CICR au sein du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a régulièrement écrit et traité sur de nombreuses thématiques actuelles critiques, telles que les conflits et désastres humanitaires au Proche-Orient, la violence sexuelle lors des conflits armés, le futur de l'humanitaire et bien d'autres encore. Aujourd'hui, il est chargé de superviser les opérations humanitaires de la Croix-Rouge à travers plus de 100 pays différents, à l'aide d'un budget de 2,5 milliards de dollars et des 20 000 collaborateurs et collaboratrices du comité. En 2020, il a d'ailleurs reçu le Alumni Prize de la part de l'EPFL pour son éminente carrière. Et en voyant le temps qu'il m'a fallu pour vous la résumer, je comprends mieux pourquoi. Mais en effet, avant de faire tout cela, il a été diplômé en génie civil et hydraulique à l'EPFL. Ce qui signifie que, comme vous, il s'est perdu dans les couloirs interminables du campus. Comme vous, il a connu la souffrance des examens. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a pu tenir. Là, chez Pouli, il ne vendait pas encore de Club Maté à l'époque. Mais, plus qu'une anecdote, j'aimerais que cette éducation commune vous serve de rappel, comme elle a été pour moi. En effet, notre monde d'ingénieurs n'est pas un monde isolé ou autosuffisant. Nous ne sommes qu'une minuscule pièce d'une société humaine en évolution constante, où nous avons un rôle privilégié, et où les connaissances que nous acquérons au jour le jour se doivent d'être utilisées à bon escient. Alors que les carillons de la guerre retentissent en Europe, que des séismes géopolitiques et géologiques détruisent des vies aux 4 coins du monde, il est de notre devoir d'agir afin que la souffrance et l'aliénation de la condition humaine ne soient pas les seuls souvenirs que nous léguerons aux générations futures. L'existence d'une organisation neutre et indépendante telle que le CICR, dont la mission est de protéger la vie et la dignité des victimes, de leur porter assistance en s'appuyant sur les principes humanitaires universels, est un espoir qui se doit d'aviver une flamme chez chacun d'entre nous. C'est une preuve que l'homme a encore un contrôle sur son histoire, que nous ne sommes pas embourbés dans un labyrinthe sans porte de sortie. Nous avons appris l'histoire en commençant par les catastrophes humanitaires, les massacres et la folie humaine. Mais il en existe une autre, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui agissent sans relâche pour panser les plaies des autres. Il faut se débattre pour la condition humaine, c'est un devoir qui nous appartient, aujourd'hui comme demain. Je laisse donc la parole à l'un de ses plus fervents défenseurs, M. Robert Mardini. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très impressionné par cet auditoire. À l'époque où j'ai diplômé à l'EPFL, il n'existait pas. Et je suis aussi très ému d'être là aujourd'hui, à ce passage entre le premier semestre et le deuxième semestre. Je dois quand même avouer qu'à l'époque où
j'ai fait ma première année, le provost n'est pas venu pour nous féliciter du passage du premier semestre au deuxième semestre. Donc je vois que le PFL évolue bien et a fait du beau chemin depuis. Peut-être je commence par mon histoire personnelle en complément à la magnifique biographie qui a été présentée et qui m'honore. Je suis né et j'ai grandi dans un pays en guerre, le Liban, que j'ai quitté à 18 ans. C'était encore la guerre civile et le PFL pour moi a été plus qu'une université, plus qu'une école d'ingénieurs. C'était aussi un symbole et un havre de paix où toutes les conditions se réunissaient pour avoir une éducation de qualité. Je pense vous pouvez tous être fiers d'être dans cette école aujourd'hui qui a fait un magnifique parcours depuis et qui est aujourd'hui qui n'a rien à envier aux Ivy Leagues aux États-Unis. Et je pense que c'est une école qui offre une magnifique formation. J'ai choisi génie civil et l'hydraulique. Après cette formation, j'ai voulu aussi, comme beaucoup des exposés qui étaient là et qui sont très pertinents pour le travail du CICR, je reviendrai là-dessus juste après, j'ai voulu mettre au service de l'humanité le travail et le savoir-faire d'ingénieur et c'était très intéressant parce que c'est dans cette école-là que j'ai eu le premier contact avec l'organisation que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, le CICR, lors du forum entreprise étudiants où j'ai vu ce stand du CICR qui m'a rappelé les moments les plus durs de la guerre civile au Liban et je me suis interrogé au fond que fait le CICR ici. C'est une organisation humanitaire, principalement de soins médicaux. Quel lien avec l'ingénierie et c'est quand je me suis arrêté et la personne m'a expliqué que le CICR aussi, dans les pays où il y a des conflits armés, travaillait au rétablissement de l'eau potable, des services d'assainissement pour les populations affectées par les conflits armés. Et c'est là que j'ai décidé de déposer ma candidature et de partir en première mission au Rwanda, qui était encore déchiré par le génocide. Et c'est là que j'ai commencé à servir dans cette organisation qui est très inspirante et puis qui permet au fond de sauvegarder la dignité humaine dans les moments les plus difficiles des conflits armés. Avec le chemin parcouru, le CICR aujourd'hui est une organisation qui travaille dans plus de 100 pays avec 22 000 collaboratrices, collaborateurs et qui essaie dans un monde qui est de plus en plus polarisé, divisé, à créer cet espace d'humanité, au fond, dans les moments les plus sombres de la condition humaine. Je pense ici à Lausanne, la guerre semble lointaine et pourtant elle est là, elle est aux portes de l'Europe, mais aussi il y a beaucoup de phénomènes politiques, géopolitiques, des séismes qui se passent et dont on sent l'influence même en Europe. Il est clair que la montée des idéologies radicales, on a vu la désinformation dans l'exposé d'avant, qui est quelque chose qui touche très profondément les populations affectées par les conflits armés. C'est amplifié par les réseaux sociaux et puis la désinformation est quelque chose de vraiment toxique qui met des fois en danger même les travailleurs humanitaires, mais les populations aussi affectées par les conflits armés. Et je pense qu'aujourd'hui, nul n'est immunisé par la toxicité des polarisations, des conflits armés que nous ressentons dans notre société.
Je pense qu'il est très difficile de ne pas parler de ce qui se passe aux portes de l'Europe, un conflit armé international entre deux pays, la Russie et l'Ukraine, qui fait rage depuis 1 an exactement. Il y avait un conflit qui existait en Ukraine, qui a commencé en 2014, dans le Donbass, dans l'est du pays. Mais cette nouvelle couche de conflit qui a commencé le 24 février 2022 est une couche dévastatrice qui continue à tuer, à blesser, à créer des déplacements massifs de population. Il y a une ligne de front de 1300 km qui coupe l'Ukraine en deux, des combats très violents, l'usage d'armes explosives à grands rayons dans des centres urbains très densément peuplés, des attaques contre les civils, des attaques contre les infrastructures essentielles, électriques, approvisionnement en eau potable, chauffage dans un pays qui traverse un hiver très, très rigoureux, des personnes séparées par le conflit, des familles séparées, des prisonniers de guerre de part et d'autre du conflit, des enjeux humanitaires majeurs qui, évidemment, sont une priorité absolue pour le CICR, qui a sa plus grande opération aujourd'hui en Ukraine, avec plus de 700 personnes qui travaillent dans 8 villes, qui font des allers-retours vers les localités, les villages, les villes proches des lignes de front, et puis en essayant d'aider autant que possible les communautés affectées avec nos partenaires de la Croix-Rouge nationale ukrainienne. Le CICR est aussi présent à Moscou parce que nous devons maintenir un dialogue avec toutes les parties au conflit. C'est la neutralité du CICR qui est importante et qui permet, malgré la polarisation du conflit, de créer un dialogue de confiance qui va nous permettre d'accéder aux populations sinistrées, qui va nous permettre de visiter les prisonniers de guerre, qui va nous permettre de rétablir le lien familial entre les prisonniers et leurs familles. C'est des éléments qui sont un peu moins visibles de la guerre, mais qui sont pourtant essentiels. Le problème, c'est que l'Ukraine est peut-être aujourd'hui un des conflits les plus visibles. C'est un conflit qui attire beaucoup de solidarité, de générosité par les donateurs, ce qui est une bonne chose. Et personne ne va prétendre que tout ce que les agences humanitaires arrivent à faire aujourd'hui en Ukraine est suffisant. Il faut faire bien plus. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 100 autres conflits armés dans le monde, des conflits armés qui sont prolongés, des conflits armés pour lesquels, malheureusement, il n'y a aucune solution politique à l'horizon. Donc, c'est des populations qui sont fragilisées par des décennies de conflits sur lesquels viennent se rajouter les effets du changement climatique qui sont de plus en plus visibles, qui sont de plus en plus dévastateurs aussi pour ces mêmes populations. Sur cela vient s'ajouter les conséquences socio-économiques de la pandémie Covid-19 qui a rajouté une couche d'appauvrissement de la population. Et maintenant, nous sentons dans tous ces conflits les conséquences globales du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a généré des augmentations substantielles du prix de la nourriture, des augmentations du prix des carburants, des engrais, mais aussi des records d'inflation qui rendent la vie encore plus difficile à des communautés qui ont été déjà affaiblies par des décennies de conflits. Si vous prenez aujourd'hui les 10 opérations les plus grandes du CICR, d'un point de vue budget, opération, programme et aussi personnel sur le terrain, c'est des contextes où le CICR a été présent en moyenne 36 ans. C'est des contextes comme l'Afghanistan, comme Israël-Palestine, comme l'Irak, la Syrie, le Yémen, les pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, les pays du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Myanmar, et la liste malheureusement est très très longue. Et le problème est un des enjeux principaux auxquels le CICR et d'autres organisations humanitaires, les agences onusiennes et les ONG locales font face, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette tendance
d'oublier ces conflits. Quand les caméras partent, la tension baisse, la solidarité et le soutien est en baisse et malheureusement, des organisations humanitaires doivent faire des choix impossibles entre quelle communauté aider alors que les besoins sont aigus et pressants dans tous les sens. Le CICR a été créé, c'était une idée du fondateur il y a 160 ans, sur la base d'une idée au fond qui était très simple. Il a traversé un champ de bataille à Solferino en Italie. Il a vu des soldats qui saignaient à mort sans aucune aide et puis il s'est dit il doit y avoir quand même un minimum de limite à la souffrance humaine pendant la guerre. Et c'était un peu l'acte fondateur, son livre, Un souvenir de Solferino, de la Croix-Rouge. Il a écrit son livre, de retour à Genève, il a mobilisé ses amis, des États, et il y a eu une conférence diplomatique qui a permis d'écrire la première convention de Genève qui finalement codifiait les règles que les belligérants devaient suivre quand la guerre était inévitable. Quand il y a une guerre, il faut respecter les civils, il faut éviter de viser les ambulances, il faut protéger les infrastructures indispensables à la survie de la population civile, il faut traiter les détenus de manière humaine et il faut respecter les règles de la proportionnalité. Sky is not the limit to defeat the adversary. L'usage des armes est important, doit être codifié, etc., etc. Et finalement, aujourd'hui, c'est le cadre de travail du Comité international de la Croix-Rouge, les conventions de Genève, qui sont la fondation la plus solide du multilatéralisme, parce que tous les États ont adopté et ratifié ces conventions, et donc ça fait partie du socle sur lequel l'action du CICR repose, puisque le CICR ne doit pas seulement agir sur le terrain et aider les populations, mais aussi tenir les belligérants responsables de leurs actes, leur rappeler leurs obligations sous le droit international humanitaire. Et c'est ce que nous faisons de manière discrète pour s'assurer que les belligérants respectent les règles de la guerre. Le problème, c'est que la guerre évolue, les moyens de la mener évoluent. Ça a commencé sur des champs de bataille, ça se passe sur les océans, ça peut se passer dans les airs, dans l'espace. On sait de plus en plus que ça se passe aussi dans l'espace cyber, où les attaques se multiplient, en situation de paix, mais aussi en situation de guerre. Les attaques contre les hôpitaux, les infrastructures ont un impact humanitaire majeur, et ça doit aussi suivre les mêmes logiques du droit de la guerre. Et c'était très intéressant de voir l'exposé des prothèses et des organes artificiels. Aujourd'hui, la combinaison d'armes avec l'intelligence artificielle est un mélange très toxique et inquiétant. Par exemple, les armes autonomes sont quelque chose qui doit être régulé pour le CICR. Nous ne pouvons pas accepter de déléguer des décisions de vie ou de mort à des machines. Et c'est dans ce cadre-là que le CICR influence les États à codifier, à réglementer l'usage de certaines armes qui, sinon, pourraient être dévastatrices et puis ne plus respecter l'importance de limiter la souffrance pendant la guerre. La désinformation et le langage toxique est aussi problématique. On l'a vu dans l'exposé d'avant. Et je vous donne un exemple très clair et très concret. En Ukraine, le CICR a fait l'objet d'attaques de désinformation par rapport à sa neutralité. Et
Et c'est très dur. C'est très dur pour les populations civiles, qui sont les premières victimes de ces attaques. C'est aussi dur pour le personnel humanitaire, qui devient une cible. Quand des bots propagent des désinformations sur une organisation humanitaire, ça met le personnel en danger. Et la meilleure façon de contrer cela, c'est de trouver un moyen d'expliquer ce que nous faisons et d'augmenter la capacité de communiquer et d'accéder aux populations de divers moyens, y compris les moyens digitaux, en utilisant les plateformes digitales. Et je pense qu'il y a la question très importante d'innovation et de partenariat. Les besoins humanitaires sont très vastes. Aucune organisation humanitaire ne peut répondre à tous les besoins. Et le partenariat est clé pour développer des solutions nouvelles à des problèmes des fois existants ou des problèmes nouveaux. Et je pense que le partenariat que nous avons avec le PFL est un partenariat très prometteur. Il a commencé en 2016 avec le Tech Hub qui nous a permis de développer des prothèses Agilis. Le CICR appareille les amputés qui perdent des organes à cause des mines. C'est une activité traditionnelle et évidemment, c'est très important de trouver les prothèses les plus durables et les plus économiques en même temps pour permettre que ce service soit durable dans les pays où le CICR travaille. Et c'était un très joli projet qui a été développé avec le PFL. En 2020, nous avons lancé une initiative Engineering Humanitarian Aid qui nous a permis de travailler avec des étudiants sur la question très sensible de la protection des données, la question très importante de, au fond, comment protéger des données quand on veut utiliser et profiter de la technologie. Par exemple, la reconnaissance faciale qui aujourd'hui fait partie de la palette de ce que la technologie offre, qui peut nous permettre de distribuer l'aide de manière plus efficace, mais en même temps s'assurer que cette technologie ne met pas les communautés que nous servons en danger quand elles tombent dans de mauvaises mains. Les questions de data privacy dans les communautés occidentales peuvent très vite devenir des questions de vie et de mort dans les pays en proie de conflits armés. Les données sont le nouveau pétrole. Ça peut être un énorme avantage quand on peut utiliser la technologie, mais souvent ça peut mettre des populations en danger. Il y a un an, le CICR a été la proie d'une attaque cyber qui a compromis 1,5 million de données personnelles très sensibles de personnes affectées par les conflits armés. Et ça soulève d'énormes défis. Comment trouver l'équilibre entre utiliser la technologie et protéger les personnes affectées par les conflits armés. Évidemment, il faut renforcer la protection cyber, mais nous savons qu'aucune organisation, aucune institution ne peut se protéger complètement à 100% contre des attaques cyber. On sait que toutes les 2 secondes, il y a une attaque avec une demande de rançon et le CICR doit aussi innover et essayer d'engager avec des acteurs du monde cyber pour pouvoir négocier, par exemple, comme nous le faisons dans le monde réel. Quand il y a une crise d'otages, le CICR doit négocier avec les groupes armés. Dans le monde cyber, on doit développer cette capacité. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert une délégation cyber au Luxembourg où nous pouvons tester comment une organisation comme le CICR peut exercer son rôle d'acteur neutre et indépendant dans l'espace cyber et pouvoir engager des discussions avec des clients difficiles, on va dire, comme nous le faisons dans le vrai monde.
Le CICR, annuellement, est en lien avec, ou en discussion avec plus de 500 groupes armés différents qui contrôlent à peu près des territoires où 12 millions de personnes vivent et où les gouvernements réguliers n'ont pas accès, souvent, n'ont pas d'influence, ne peuvent pas offrir des services essentiels à leur population. Nous sommes en train de développer aussi un emblème digital. Dans la vraie vie, il suffit de mettre une croix rouge pour identifier un hôpital, un bureau du CICR ou d'une Croix-Rouge nationale. Aujourd'hui, nos équipes sont en train de développer un emblème digital pour aussi signaler que c'est un objet protégé. Et c'est quelque chose qui est actuellement en cours. Nous avons aussi un dialogue avec des compagnies de technologie. C'est très important de le faire. De plus en plus, nous voyons que les compagnies de technologie se trouvent dans des théâtres où ils sont perçus par une partie ou l'autre comme partie au conflit. Par exemple, dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, pour certains interlocuteurs russes, Microsoft soutenant des technologies d'armement utilisées par l'Occident et l'Ukraine, n'est pas une organisation neutre. Donc, c'est un acteur avec lequel il faut aussi entrer en dialogue. Je pense que, et je me réjouis vraiment d'avoir le dialogue avec vous, mais les trois exposés étaient très intéressants parce que je pense qu'ils sont très pertinents pour le travail du CICR. Les éoliennes hélioportées, c'est peut-être le futur. Le CICR, l'année dernière, a lancé une initiative qui est la charte pour une approche environnementale responsable pour les organisations humanitaires, qui a deux volets. Un volet, c'est d'intégrer la dimension climatique dans tous nos programmes, et l'horizon, c'est 2025. Donc c'est un travail qui est en cours pour s'assurer que nos programmes intègrent le risque climatique pour les populations, mais aussi utilisent la technologie pour réduire la dépendance et puis rendre les solutions que nous offrons plus durables. Et en même temps, il y a un objectif de réduire notre empreinte carbone en tant qu'organisation. Nous pouvons mesurer aujourd'hui notre empreinte carbone avec les voyages, avec le parc véhicule, avec l'utilisation des générateurs, avec notre supply chain. Et nous avons mis comme objectif de la réduire de 50%, de la réduire de moitié à l'horizon 2030. Donc, ce travail des éoliennes m'a beaucoup intéressé. Nous avons commencé cette année à solariser nos 7 délégations les plus gourmandes en énergie et de passer du générateur au solaire, mais pourquoi pas les éoliennes et les éoliennes hélioportées, c'est vraiment très intéressant. Sinon, pour les prothèses, les personnes qui perdent des organes, je pense que les prothèses bioniques, c'est la prochaine génération, et je pense que l'enjeu sera comment les rendre accessibles et affordable pour les populations affectées par les conflits armés. Et je pense que le troisième exposé sur la désinformation est absolument critique. Je pense que c'est la frontière dans laquelle nous sommes déjà et qui va nous poser énormément de défis dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Donc, je pense que tout cela est un message pour vous, étudiants et étudiantes en première année. Je pense qu'il ne faut pas être un travailleur humanitaire pour pouvoir contribuer à l'action humanitaire. Vous, dans votre
formation, dans les différents parcours que vous prenez, quel que soit le chemin que vous choisissez, vous pouvez jouer un rôle très important au service de l'humanité, de l'humanitaire, dans les différents projets, dans les différentes initiatives que vous faites. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment soyez fous, soyez courageux, défiez l'ordre des choses, le statu quo, essayez et tentez l'impossible. Je pense que ça vaut la peine. Le fondateur du CICR, Henri Dunant, avait dit « Seuls ceux qui sont assez fous de penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Et ce serait vraiment mon conseil à vous. Ne soyez pas intimidés par les défis. Et je pense que cette école est une excellente plateforme pour vous donner des ailes et puis contribuer aux solutions dont notre monde a tellement besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Robert Mardini, directeur général donc, du CICR. On a bien compris grâce à vous tous ces liens entre science, innovation technologique et humanitaire. C'est à vous maintenant, étudiantes et étudiants, de bien prendre la parole et de poser vos questions à Robert Mardini. Des micros circulent. Levez la main, s'il vous plaît, et la parole vous sera donnée. Vous pouvez même lever plusieurs mains en même temps, parce qu'il y a plusieurs micros, donc comme ça, on les fait circuler. Je vous laisse. Y a-t-il des mains? Il y a une main ici, devant. Voilà. Deux même. Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations pour votre carrière, j'imagine. Et ma question ne concerne pas vraiment le CICR, mais plutôt votre choix de carrière. Vous avez été diplômé de l'EPFL. Vous avez eu le choix de prendre une carrière plus simple, j'imagine, beaucoup. Alors pourquoi être parti se confronter au pire danger de ce monde et à une épreuve qui, vous-même, vous l'avez dit, est sûrement impossible? Merci. Non, c'est une question très importante. Et vous savez, quand le CICR engage des nouveaux délégués ou des spécialistes, c'est la question la plus difficile. C'est la question qui fait que nous décidons de recruter ou pas une personne, indépendamment des capacités techniques ou de la formation, parce que c'est vraiment la motivation humanitaire de travailler dans des pays en guerre qui doit être authentique et qui ne doit pas être une fuite de quelque chose. Et donc, en ce qui me concerne, le choix était évident parce que j'ai vu au Liban l'impact que pouvait avoir le CICR et la Croix-Rouge libanaise pendant les moments les plus sombres du conflit. Ça sauve des vies, ça donne de l'espoir. Et ayant eu cette chance inouïe d'étudier à l'EPFL, de diplômer de l'EPFL, et quand j'ai vu ce stand lors du forum étudiant, je me suis dit c'est peut-être le temps to give back, de donner, de contribuer aussi à ce dont j'ai bénéficié dans cette ville, par cette université, et c'était un choix presque automatique d'essayer de manière très concrète à contribuer à l'approvisionnement en eau potable dans des pays en guerre, et c'était vraiment quelque chose de très gratifiant, et ça l'est toujours, tous les matins quand je me réveille. C'est fantastique de pouvoir contribuer à quelque chose avec des équipes très inspirantes sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question en fait concernant la gestion de la crise Ukraine-Russie après une année pour le CICR. Je voulais savoir comment est-ce que
vous abordiez la situation justement après une année et quelles étaient les directions que vous alliez prendre un peu pour la suite? Non, c'est un conflit dévastateur qui continue. Disons, le seul espoir qu'on a avec ce conflit, comme d'ailleurs tous les autres, c'est qu'il trouve une résolution politique. Parce que notre expérience, c'est de voir des conflits qui continuent dans la durée et qui créent plus de souffrance humaine, plus de séparation de familles, plus de déplacement de population, plus de destruction des villes. Ça affaiblit les économies, ça affaiblit le tissu social et plus ça dure, plus ça devient compliqué à résoudre politiquement. Nous, les humanitaires, on a un rôle très précis, c'est d'assouvir la souffrance humaine pendant le conflit. Donc, notre rôle, c'est vraiment de travailler sur les symptômes de ces conflits armés, d'essayer de limiter la souffrance à travers notre dialogue avec les belligérants, à travers notre action sur le terrain, et de garder l'attention internationale sur ces conflits pour pouvoir continuer notre travail. Et nous sommes, après une année de conflit, devant le constat que les besoins humanitaires augmentent de manière exponentielle et que malheureusement, la rhétorique de part et d'autre, c'est que la seule solution, c'est une victoire militaire. Il y a des armes qui sont utilisées de part et d'autre. Et pour nous, c'est vraiment de maintenir la pertinence de rester de part et d'autre de la ligne de front, d'influencer les deux parties pour au moins respecter la dignité humaine pendant la guerre et d'aider les populations civiles en priorisant nos ressources limitées. C'est un peu ça les grands paramètres de l'action du CICR en Ukraine, qui est aujourd'hui, je dirais tragiquement, la plus grande opération du CICR, avec un budget d'à peu près 400 millions de francs suisses et 700 personnes. Mais finalement, ça reste une réponse très limitée compte tenu de l'ampleur du défi. Merci. On va partir à l'autre bout de la salle où il y a également des questions. Oui. Bonsoir. Merci d'être venu nous parler. J'avais une question par rapport au bot. Je crois que vous avez mentionné le fait que durant certains conflits, à cause de la propagande qui circulait sur les réseaux, j'imagine, les gens du CICR se faisaient viser. Et j'avais juste une question. Si vous êtes en contact avec les belligérants et que les armées en général sont ordonnées par ces gens, par les belligérants, pourquoi est-ce que les soldats... Enfin, ma question, c'est quelle est l'influence des bots sur des armées? Quel est leur intérêt? Non, c'est vraiment une question centrale. Et comme vos collègues qui ont fait la présentation avant l'ont dit, c'est pas nouveau. La communication, la propagande fait partie des conflits depuis la nuit des temps. Chaque partie au conflit, que ce soit un État ou un groupe armé, va essayer d'influencer pour convaincre la société, même à l'international, que c'est lui ou elle qui mène une guerre juste et puis c'est l'adversaire qui est dans le faux. Et le travail humanitaire se retrouve souvent pris entre le marteau et l'enclume. On a parlé du principe de neutralité. La neutralité est un concept que les belligérants comprennent tant que ça rentre dans leur narratif de la justesse de leur conflit. Et quand une partie au conflit veut utiliser un acteur humanitaire pour que cet acteur humanitaire confirme son narratif ou sa version de la légitimité du conflit qui est mené,
ils mettent une pression sur les acteurs humanitaires. Et aujourd'hui, la propagande, c'est une façon de mettre pression. Et les bots amplifient ce message dans les réseaux sociaux et finalement a un effet néfaste parce que la population civile, les communautés même que nous servons, auront un préjugé négatif du rôle d'une organisation si le narratif est voilà, cette organisation, elle est plutôt en faveur de l'autre partie du conflit qui est l'adversaire. Et donc, le travail consiste vraiment à contrer cela de la manière la plus objective possible en maintenant les principes humanitaires et en démontrant par notre travail sur le terrain que le travail est vraiment basé sur les besoins des populations et pas de manière partisane. Mais voilà, c'est un enjeu majeur, on ne le voit pas seulement en Ukraine, on l'a vu en Éthiopie, en Syrie, dans d'autres contextes, et il faut tenir bon et juste éviter que ça dégénère en des incidents de sécurité. Donc il faut garder vraiment la sensibilité du contexte pour savoir quand il faut peut-être réduire la surface d'exposition de nos délégués et engager avec les belligérants pour faire passer d'autres messages. Merci. Il y a une question ici, puis ensuite une main levée depuis un bout de temps. Bonjour. Donc ma question se pose plutôt dans la stratégie informationnelle du CICR dans les zones en conflit armé. Donc plus précisément, les belligérants du conflit utilisent la désinformation à leur avantage et je me demandais comment le CICR combat cette désinformation, quelles sont ses armes, est-ce qu'elle aussi va utiliser, entre guillemets, une sorte de propagande pour elle, vu qu'on l'a vu à plusieurs reprises, que démonter une fake news est beaucoup plus long, plus ardu que désinformer nous-mêmes. Donc, est-ce que la stratégie du CICR se passe plutôt sur du débunkage de fausses informations ou bien tenter avec une stratégie en payant des influenceurs dans les régions au conflit armé ou par exemple l'utilisation de bots? Écoutez, c'est vraiment une excellente question et d'ailleurs c'est une priorité institutionnelle maintenant d'investir plus dans notre capacité à répondre à ces menaces. Et je dois être honnête avec vous, si nous avions l'expérience de convaincre des groupes armés, des États, quand ils n'étaient pas d'accord avec nous dans le monde analogique, c'est beaucoup plus difficile dans le monde cyber et puis quand il y a des campagnes organisées de désinformation. Pour le moment, c'est une guerre asymétrique entre une organisation humanitaire comme le CICR et des fois des États ou des entités très structurées qui décident de lancer des attaques. Donc c'est quelque chose, c'est un muscle que nous sommes en train de développer. Pour le moment, nous ne payons pas d'influenceurs. Nous essayons vraiment d'utiliser nos propres réseaux sociaux pour contrer le fake news ou la désinformation par des choses concrètes que nous faisons. On a vu que ça a un impact. Il n'est pas suffisant. Et c'est un espace dans lequel nous devons se développer parce que c'est une menace accrue auquel nous faisons face de plus en plus. Mais c'est le début du développement de notre stratégie. Et rien n'est exclu, mais quels que soient les choix que nous allons faire, ils doivent rester basés sur les principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc on ne peut pas utiliser des fake news pour contrer des fake news, ça évidemment pas. Mais c'est très juste ce que vous dites, que c'est beaucoup plus difficile de neutraliser un fake news que d'en créer un, malheureusement. Et des fois, nous payons le prix fort de cela.
Donc vos bonnes idées sont bienvenues pour ce projet-là. Il y avait ici un micro. Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre discours très inspirant. J'avais une question, parce que vous êtes ingénieur dans un milieu qui est généralement associé au monde politique ou au monde économique. Et donc, comment est-ce que vous faites pour faire entendre votre voix qui est basée, enfin votre message est basé sur des évidences collectées au plus près du terrain et des populations affectées. Et donc, comment vous faites pour faire entendre ce message à des élites qui sont généralement déconnectées du terrain? Merci pour cette question. Elle est très importante. Et je pense, je suis vraiment reconnaissant à l'EPFL parce que la formation d'ingénieurs, de manière générale, quelle que soit la branche, développe la capacité analytique au-delà du domaine technique. Et je pense que c'était pas... Dès ma première mission au CICR, où mon rôle c'était de conduire des projets d'adduction d'eau potable, j'ai tout de suite réalisé que la partie technique était la partie finalement la plus facile. La partie compliquée, c'était de convaincre les autorités locales, de faire le projet ici parce qu'il y a le plus de besoins, plutôt que là-bas, là où l'autorité a peut-être un intérêt que le projet soit fait. Et ça, je pense que la formation à l'EPFL aide à avoir un esprit cartésien et de pouvoir aussi argumenter sur ces choses-là. Et je pense que finalement, et ça c'est le travail du CICR qui a ce rôle d'observateur au Conseil de sécurité, c'est précisément, le rôle c'est ce que vous dites, c'est de rappeler quelles sont les règles du droit international humanitaire, mais en même temps de les connecter à la réalité du terrain et de ramener dans l'espace très politique, très polarisé du Conseil de sécurité où dans beaucoup de conflits, on sait très bien que malheureusement, il n'y a pas de solution politique à cause des avis très divergents. Simplement de ramener au milieu de cette enceinte les réalités auxquelles les populations affectées sont confrontées. Et là, je pense que le CICR a une autorité parce qu'elle est ancrée dans la réalité des communautés et notre présence sur le terrain. Et ça permet, et ça a permis, et ça continue à permettre d'influencer des décisions politiques. Je vous donne un exemple très, très clair et très concret. Tout le régime de sanctions qui sont décidés par les États comme une mesure politique, par exemple mettre un pays sous sanction, c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences parce que cela peut criminaliser l'action humanitaire. Par exemple, quand un groupe comme Al-Qaïda est listé comme un groupe terroriste, automatiquement, le travail d'une organisation humanitaire pour aider des populations qui vivent dans des zones contrôlées par ce groupe armé peuvent être criminalisées. Et donc, le travail que nous faisons en amont, avant que ces résolutions ne soient adoptées par le Conseil de sécurité, c'est de négocier des exemptions humanitaires, de dire, au fond, décider des sanctions, c'est une décision politique qui vous appartient. On n'est pas en train de discuter de cela, mais dans votre résolution, il faut qu'il y ait une exemption pour des acteurs humanitaires neutres et indépendants. Et en décembre dernier, il y a eu une résolution qui a permis une exemption à travers tous les régimes de sanctions, une exemption humanitaire, qui permet à nos équipes de pouvoir travailler dans la légalité, dans des zones qui sont contrôlées par des groupes armés qui sont listés comme des groupes terroristes, par exemple. Merci. Il y a une question ici. Une main levée sans micro. Bonsoir. Ah, Bonsoir. après. Moi, j'ai envie de vous parler un peu plus d'une question innovation. On a beaucoup parlé de communication et de comment vous agissez sur le terrain, mais il y a aussi toute la question des méthodes. Avant, vous aviez parlé de ces prothèses qu'on donne aux gens qui ont marché sur une mine, par exemple. Il y a toute cette question du déminage. La semaine passée, une entreprise suisse a annoncé envoyer des machines qui permettent le déminage plus facile, qui prendrait quelques jours au lieu de plusieurs années de le faire à la main. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le CICR a une partie de son budget qui part dans un but d'innovation, d'aller chercher ces techniques, ou bien est-ce que c'est simplement, vous attendez, entre guillemets, que des gens comme nous, peut-être ici, dans quelques années, qui seront dans l'innovation en tant qu'ingénieurs, est-ce que vous attendez que les gens proposent des choses, ou bien vous venez
et vous vous dites on aurait besoin de ça, on aurait besoin par exemple d'une manière de déminer ou de telles choses qui permettraient d'aider les gens. Merci. Merci beaucoup. Et je pense la courte réponse, c'est on a besoin des deux choses. Nous devons, en tant qu'organisation, investir dans l'innovation. On n'a pas passé la vidéo, mais nous devons, pour nous, la transformation numérique n'est pas simplement digitaliser les processus existants. C'est de peut-être repenser les services humanitaires en fonction des besoins des populations. Évidemment, dans l'esprit commun, l'humanitaire, c'est l'acte médical ou distribuer de la nourriture, mais souvent dans des villes assiégées, dans les conflits modernes, la première chose que les communautés nous demandent, c'est la connectivité, l'accès à Internet. C'est peut-être un moyen sécurisé de pouvoir stocker des informations personnelles parce que ces populations ne font plus confiance à leur gouvernement ou aux groupes armés et quand elles se déplacent, elles ont peur que leurs documents soient pris et utilisés à des fins politiques qui pourraient les mettre dans des situations dangereuses. Donc le CICR investit dans l'innovation. J'ai mentionné l'exemple de la délégation Cyber Delegation au Luxembourg. C'est vraiment pour tester comment une organisation neutre et impartiale peut jouer son rôle dans l'espace cyber, comment elle peut développer un dialogue avec ceux qui sont des auteurs d'attaques cyber, par exemple. Comment nous pouvons utiliser la réalité virtuelle pour donner un training à des soldats sur le droit international humanitaire. Cela se fait maintenant. Donc on a investi dans la réalité virtuelle pour retranscrire des vraies situations de combat où nous pouvons confronter des soldats à des choix de vie ou de mort, de protéger des civils ou pas, et d'avoir des discussions qui sont beaucoup plus efficaces. Mais je pense que le partenariat qu'on a avec le PFL illustre aussi l'opportunité, le besoin de profiter de l'intelligence collective du monde académique pour accélérer cette innovation dont le CICR comme organisation a besoin. Merci. On arrive sur les dernières questions. Donc, je ne sais pas où se trouvent les micros. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui remuent. D'accord, allez-y. Bonsoir, déjà merci d'avoir pris un peu de temps pour venir nous parler de votre rôle de président du CICR. Je suis là. Ah voilà. Oui. J'avais une question plus sur le fonctionnement lorsque le CICR intervient. Comment est-ce qu'il fait pour répondre et se coordonner avec d'autres acteurs locaux lors de crises soudaines, comme lors des séismes en Syrie et en Turquie récemment? Très bonne question. Je pense qu'il faut rappeler que le CICR est à l'origine du plus grand réseau humanitaire du monde, parce que le CICR a été à l'origine de la création des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Il y en a 192 dans le monde. Et en Turquie et en Syrie, par exemple, nous travaillons avec le Croissant-Rouge syrien, avec le Croissant-Rouge turc, qui sont présents, qui font partie de la société civile et avec lesquels nous travaillons, nous traversons les lignes de front et nous pouvons vraiment décupler notre travail. En Syrie, nous avions une présence importante parce que c'était, et c'est toujours malheureusement, un conflit armé actif. Donc le fait qu'on ait des équipes sur le terrain, le fait que nous ayons des entrepôts pleins nous a permis vraiment de répondre aux besoins du séisme dès les premières heures. Et puis évidemment maintenant le défi c'est de pouvoir accéder aux zones les plus difficiles. Il y a des zones contrôlées par des groupes armés qui sont plus sensibles, mais nos équipes sont en train de négocier et d'apporter l'aide à ces populations-là. Mais je pense que le partenariat avec les organisations locales, la coordination avec les autorités locales est un ingrédient indispensable. On ne peut pas arriver comme organisation internationale et puis imposer des solutions dans n'importe quel pays que ce soit. C'est à travers le dialogue et les partenariats locaux qu'on peut avoir le plus grand impact humanitaire.
Voilà, il y a des trains et des métros qui en appellent beaucoup vers les portes, donc on va aller gentiment vers la conclusion. Monsieur a un micro à la main, donc il est forcément prioritaire. Salut. Oh, oui, voilà, ça. Oui, ça marche. Du coup, c'est juste par rapport aux différents conflits. On voit très bien que différents conflits sont décrits et médiatisés de différentes manières selon le pays où on vit. Du coup, on va décrire l'attaque de ce côté-là comme un acte terroriste, alors que l'attaque de ce côté-là comme une vengeance ou bien comme une attaque contre les terroristes. Et du coup, les personnes qui vivent dans ces différents pays se trouvent leur liberté du coup coupée et astreinte par le fait qu'on va décrire l'autre côté comme un côté terroriste. Et du coup, ils peuvent même plus parler ou bien donner plus de visibilité à ce qui se passe réellement dans ce conflit. On peut notamment donner comme exemple le conflit de la Palestine et Israël, où on va décrire chaque attaque du côté palestinien comme une attaque terroriste, alors que le côté israélien, ça va être plus une défense contre la démocratie, contre la liberté. Du coup, est-ce que vous menez des discussions avec différents pays et différents États pour limiter ce genre de truc, du coup? Non, c'est une question très, très pertinente et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous lisez toutes les conventions de Genève et les protocoles additionnels, vous n'allez pas voir le mot terrorisme parce que ça reste une appellation politique et pour nous, en tant qu'organisation humanitaire, on se focalise sur l'impact des conflits armés et des attaques. Et des attaques indiscriminées sont inacceptables. Souvent, il se trouve qu'elles peuvent être appelées des actes terroristes. Mais je pense que ce qui est important pour le CICR, c'est le fait de pouvoir dialoguer avec toutes les parties au conflit, quelle que soit la façon dont elles sont appelées par les autres. Et c'est un mandat qui a été donné par les États. Donc le CICR a un dialogue avec plus de 500 groupes armés différents à travers le monde. Et cela se fait en toute transparence avec les gouvernements qui, des fois, appellent ces groupes des groupes terroristes. Pour nous, ce qui compte, c'est l'humanité et c'est de pouvoir construire la confiance de part et d'autre d'une ligne de front pour pouvoir réaliser le travail humanitaire. Des fois, c'est quelque chose qui est mal accepté par un gouvernement qui va réagir, mais au fond, vous aidez les terroristes. Et puis, notre réponse est non. Nous aidons les populations qui vivent dans ces territoires-là, qui est votre territoire national. Et nous n'avons aucun jugement de valeur sur une ou l'autre partie du conflit. Ce n'est pas notre travail. Nous ne nous prononçons pas sur la légitimité d'un conflit, qui soit un conflit de libération ou un conflit pour la démocratie. Ça ne fait pas partie du mandat du CICR. Des fois, c'est mal accepté parce que les partis veulent qu'on prenne position, mais il faut être très rigoureux et discipliné et garder la neutralité par rapport à ces dynamiques-là pour pouvoir optimiser le travail humanitaire. Allez, encore une question. Bonjour. Merci de répondre aux questions. Vous avez mentionné que avoir des règles et des règlements sont très importants en temps de guerre. Du coup, pourquoi alors pensez-vous que chaque président américain de ce siècle a été exempté de poursuites criminelles alors qu'ils sont responsables de plusieurs violations documentées de ces mêmes règles? Cela n'affaiblit-il pas le pouvoir de ces règles? Bon, dans la vie, il y a les règles et puis il y a le respect des règles. Et disons, je pense que c'est applicable pour le code de la route, c'est applicable pour les droits humains, c'est applicable pour le droit humanitaire. Évidemment, il y a toujours une surmédiatisation de quand le droit n'est pas respecté, quand on voit que des civils sont tués, quand on voit que des quartiers sont dévastés. C'est le droit international humanitaire qui n'est pas respecté. En même temps, il faut être très prudent de ne pas aller à la conclusion que ce droit ne sert à rien parce qu'il n'est pas respecté, parce qu'il y a beaucoup d'instances où ce même droit est respecté. Chaque fois que mes collègues
traversent des lignes de front et peuvent aider un hôpital de l'autre côté de la ligne de front, c'est un exemple des règles qui marchent. Chaque fois que mes collègues peuvent visiter des prisonniers de guerre, qui peuvent écrire à leur famille qu'ils sont en bonne santé, c'est un indicateur que les règles sont respectées et font une différence. Et je pense que le rôle du CICR, comme le rôle du pouvoir judiciaire de tous les pays et des forces de maintien de l'ordre, c'est de s'assurer que le droit est respecté. Mais voilà, malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup d'instances où le droit ne l'est pas, aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Alors j'ai une très bonne nouvelle, Robert Mardini n'a rien prévu pour les 3 prochaines heures. Donc il vous attend ici, juste au bas de l'estrade, pour continuer. Non, je m'avance peut-être 3 heures. Allez, on va dire encore une demi-heure, mais il vous attend donc ici pour continuer de répondre à vos questions les plus urgentes. Mais quant à nous, nous allons clore cette cérémonie en vous remerciant toutes et tous de votre présence, de votre participation. Bravo. Merci. Et en remerciant évidemment Robert Mardini, Victor Penaccino également et toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup.